Merci beaucoup. Bienvenue. Bon matin. On est vraiment très heureux, très heureuse de vous accueillir avec nous ce matin pour ce webinaire-là. Je me présente, mon nom c'est Patricia Corriveau. Je suis chargée de projet chez Evol depuis maintenant 6 ans. J'accompagne également les entrepreneurs au quotidien par l'entremise de notre service des cellules de co-développement et je suis très, très contente d'être avec vous ce matin. Je vous le disais, ça fait maintenant 6 ans que je travaille chez Evol parce que cette organisation-là a à cœur une mission qui me rejoint totalement, c'est-à-dire celle de financer et d'accompagner les entrepreneurs de partout à travers le Québec, dans les 17 régions du Québec. Chez Evol, nous, bien entendu, on croit en l'entrepreneuriat qui peut contribuer à la création d'une économie qui est plus juste, qui est plus équitable et qui est plus durable. Et c'est exactement pour cette raison-là qu'on soutient les entrepreneurs qui ont cette volonté-là d'avoir un impact positif dans la société. Donc, pour moi, ça fait beaucoup de sens. Oui, être entrepreneur, oui, être en affaires, mais avoir la volonté de le faire en étant soucieux des gens avec lesquels on travaille, de l'environnement dans lequel on travaille et dans l'économie aussi dans laquelle on le fait. Bien entendu, qui dit accompagnement dit assurément aussi créer des partenariats avec des gens qui croient aux mêmes valeurs que nous, qui croient à la même mission que nous. Et c'est pour cette raison-là qu'on travaille déjà depuis plusieurs années avec l'Ordre des CPA par l'entremise des différents webinaires, dont celui d'aujourd'hui. C'est un partenariat qui a beaucoup, beaucoup de succès. À chaque fois qu'on fait des webinaires, on a énormément de gens qui s'inscrivent. Je le disais un petit peu en amont, aujourd'hui, on a plus de 200 personnes qui se sont inscrites au webinaire. Donc, ça prouve encore une fois la pertinence de ce que l'Ordre fait. Et on a cette croyance-là c'est ça, de mettre en place des services qui peuvent vous soutenir. Juste avant de passer à la présentation de Sébastien, si jamais vous souhaitez en apprendre davantage sur notre organisation, parce que peut-être qu'il y en a parmi vous qui connaissent bien Evol, peut-être qu'il y en a qui disent que c'est ça. Moi, je me suis inscrite à une formation, mais j'ai aucune idée de ce que votre organisation fait. Je vous invite, si vous le souhaitez, à aller visiter notre site internet evol.ca. Vous allez avoir accès à plein d'outils, mais aussi à l'ensemble des services qu'on vous offre. Donc, sans plus tarder, moi, je le disais d'emblée, il y a des gens, quand ils présentent les personnes, ils lisent leur biographie. Puis ça, moi, je trouve que jamais de meilleures personnes pour se présenter que la personne elle-même. Donc, j'aimerais vous introduire Sébastien Giroux. C'est pas la première fois qu'on reçoit Sébastien comme formateur, comme conférencier. C'est quelqu'un qui est excessivement pertinent. Sébastien travaille, fait partie de l'ordre depuis plus de 13 ans. Mais je vous en dis pas plus. Sébastien, je te laisserai te présenter et je vais vous souhaiter à tous et à toutes un excellent webinaire. Oh, juste, attends, Sébastien. Juste petite parenthèse. Si jamais vous avez des questions, bien entendu, vous allez pouvoir les adresser. Et c'est possible de le faire. On va essayer de prendre des questions au fur et à mesure, justement pour dynamiser un peu notre rencontre. Bien entendu, si à un moment donné, il y a trop de questions qui s'accumulent dans le chat, vous pouvez inscrire vos questions de façon précise ou vous pourriez simplement nous indiquer que vous avez une question. On va en prendre au fur et à mesure. Si jamais il y en a trop, soyez pas inquiets, on va les traiter à la fin. Mais voilà, je voulais juste vous donner cette information-là. Et pour ceux et celles qui viennent de se joindre à nous, on vous invite à ouvrir vos caméras pour vraiment avoir le sentiment qu'on est d'emblée avec vous. Donc, Sébastien, je te laisse le micro. Bon webinaire et puis on se reparle un petit peu plus tard. Merci beaucoup, Patricia. Donc, bonjour tout le monde. Content d'être avec vous presque ce midi. Donc, on va passer la prochaine 55 minutes ensemble. Comme Patricia le disait, je fais juste un petit retour là-dessus. Très important, n'hésitez pas à poser vos questions. Levez la main si la question est trop complexe pour prendre le micro. C'est vraiment le fun pour le conférencier de l'autre côté d'avoir vos questions. Fait que ça dynamise beaucoup la discussion. Donc, je vais me présenter. Comme Patricia disait, Sébastien Giroux. Actuellement, j'ai mon propre cabinet depuis une dizaine d'années qui s'appelle Perseus Service Conseil et qui œuvre dans le domaine principalement de la comptabilité et du soutien aux entrepreneurs. Donc,
je vous dirais que 95% de notre clientèle est composée d'entrepreneurs PME avec pas d'employés à aller jusqu'à 5-10 employés. Fait que c'est vraiment notre créneau. Avant, j'ai travaillé pour un plus grand cabinet, évidemment, qui est Deloitte, quand même un petit peu plus grand que nous autres. Et j'ai eu la chance aussi d'enseigner à l'université. J'ai travaillé en entreprise privée pour une compagnie internationale d'à peu près 200 quelques employés. Donc, j'ai une expérience un petit peu diversifiée. Et c'est vraiment ce dernier travail-là avant d'ouvrir mon cabinet qui m'a amené à vouloir fonder un cabinet qui allait vraiment baser son expertise sur le soutien aux entrepreneurs. Donc, je vous dirais que moi, les belles journées, c'est quand je passe ma journée à jaser. Les journées plus rough, c'est quand je fais des dossiers toute la journée. Donc, je suis quelqu'un qui aime pouvoir aider les entrepreneurs et les amener à se dépasser. Aujourd'hui, on a une belle conférence sur les états financiers. Je ne vous mentirai pas qu'à la fin de la conférence, vous ne deviendrez pas des experts en interprétation des états financiers. Ça nous aurait pris un peu plus qu'une heure pour y arriver. Donc, si c'est ce que vous croyez, je voulais casser tout de suite le mythe et péter la bulle. Ça ne sera pas le cas. Par contre, mon objectif à travers cette conférence-là, c'est surtout de vous amener à réaliser l'importance de vos données financières, puis aussi de vous enligner un petit peu sur certains concepts et peut-être des portes où aller cogner pour aller chercher les informations que vous avez besoin pour prendre les bonnes décisions dans vos entreprises, organisations ou autres. Donc, que ce soit un organisme à but non lucratif ou une entreprise privée, dans les deux cas, les états financiers là, sont des outils qui sont relativement importants. Donc là, je vais lancer la présentation, donc vous allez me voir en plus petit. Donc, normalement, la présentation est lancée. J'espère que tout le monde la voit. Oui, c'est bon. Good. Donc, comme je disais, déchiffrer un état financier, 20 minutes CPA. C'est le fun. Aujourd'hui, on a plus que 20 minutes. Quand on a 20 minutes, ça va très, très rapidement. Ça va quand même vite, mais ça va être quand même un petit peu moins rapide. Donc, préambule. Qu'est-ce qu'on va regarder dans le fond aujourd'hui? Sur quoi on va s'entretenir? Premièrement, une statistique qui étonne pour les PME. On va parler de qu'est-ce que c'est les états financiers. On va parler de maîtriser les résultats, le bilan. Je vais faire une petite parenthèse sur les comparatifs, les ratios, les prévisions. Il y a une formation, une conférence qui se donne sur ces sujets précis-là, aussi avec les 20 minutes CPA. Donc, je vous recommande fortement éventuellement d'aller voir aussi ces séances de formation-là. Mais on va quand même faire un petit... on va y toucher quelques secondes. Donc, dans les statistiques qui étonnent, je vous dirais que les statistiques sont vraiment pas ma tasse de café. C'était pas mon meilleur cours à l'université. Par contre, c'est probablement ce qui m'a lancé à démarrer ma propre entreprise. On parle que 50% des PME au Québec ferment leurs portes avant 5 ans. Quand on se pousse à 10 ans, c'est encore plus énorme comme pourcentage. Et ça fait partie des choses sur lesquelles j'ai fait des recherches, puis je me suis vraiment intéressé à comprendre pourquoi. Moi, je travaille avec un peu plus de 600 entrepreneurs présentement. Et je peux vous dire que pour la plupart, c'est des gens qui sont passionnés et c'est des gens qui maîtrisent leur métier ou leur domaine d'activité sur le bout des doigts. Ils sont généralement très performants dans leur domaine. Malheureusement, un gros pourcentage de ces gens-là, ils ont une petite lacune. Et la lacune se trouve souvent au niveau de la gestion financière de l'entreprise. Donc, on a des mécaniciens qui excellent à réparer un véhicule. On a des entreprises minières dans le bois. Je viens de l'Abitibi, donc il y en a beaucoup par chez nous, des entreprises de transport qui sont excellents dans leur domaine. Par contre, quand on leur parle de leurs chiffres, on dirait qu'on leur fait peur. Et ils veulent pratiquement se sauver quand on se met à en parler. Donc, mon thinking, quand je me suis lancé en affaires, était de me dire, ben, tentons de battre cette statistique-là.
essayons de faire mieux que 50%. Si on de ramener ça le plus proche possible du zéro, je pense que c'est ce qui ça devrait aider. Quand on parle d'état financier, nous autres, chez nous, on a changé complètement le thinking d'affaires parce que les gens qui arrivaient souvent au bureau les premières années disaient, bon, Sébastien, combien je paye d'impôts? Y a-t-il possibilité d'en payer moins? Y a-t-il quelque chose à faire? Puis ça tournait beaucoup sur des sujets qui, techniquement, ne devraient pas être les sujets d'intérêt quand on a une business. Et on a vraiment essayé de changer ce thinking-là dans la tête de nos clients pour les amener à comprendre que l'enjeu, ce n'est pas l'impôt. L'enjeu, c'est de bien connaître leur réalité, puis d'être capable de poser les actions pour s'en aller vers le mieux. Ici, je mets une petite acétate sur vous reconnaissez-vous, c'est des commentaires qu'on voit régulièrement de clients. Comme je disais, je veux payer moins d'impôts possible. C'est un commentaire qu'on entend souvent. Où est-ce que je signe? Je ne comprends rien de toute façon. Ça, c'est mes préférés, ceux-là. Fait que, dans le fond, eux, ils arrivent en rencontre, puis ils veulent juste signer, savoir quel chèque ils envoient au gouvernement, puis s'en aller. Je ne comprends pas ce que vous me dites. Ça, on l'entend souvent aussi. Je fais 100 000 de profit, je suis obligé de payer de l'impôt, puis je n'ai pas une scène. Fait que ça, c'est le type de commentaire qu'on entend souvent, puis on voit les points d'interrogation dans le visage des gens. Et on doit se faire un défi de leur faire comprendre parce que c'est pas rare qu'on génère 100 000 de profit, mais qu'on court après notre argent, surtout quand on est en croissance. Je donnais comme exemple, avant de passer à cette diapo-là, souvent les clients ne réalisent pas à quel point la génération de profit est importante. Moi, j'ai un client qui, puis je vais dire, j'en ai plusieurs dans ce type-là, mais j'ai un client qui vient me voir. Il me dit, écoute, Sébastien, année 1, je suis en croissance, pas beaucoup d'argent. J'aimerais ça arriver à zéro pour ne pas payer d'impôts. Deuxième année, j'aimerais ça arriver à zéro pour payer d'impôts. Troisième année, j'aimerais ça arriver à zéro pour payer d'impôts. Puis là, on arrive à la quatrième année, puis il dit, ça ferait bien si je pourrais me construire une shop. Tu penses-tu que je pourrais emprunter 800 000 à la banque pour pouvoir construire une shop? Et là, on voit immédiatement le clash. Si j'ai déclaré 0, 0, 0 dans mes 3 dernières années, puis je me présente à la banque, puis je leur dis, j'aimerais ça emprunter 800 000, ça va bien aller, je vais être capable de vous rembourser. C'est une problématique qu'on voit souvent, c'est impossible. La banque va regarder ça, elle va dire, ben là, tu ne génères pas. Si tu ne génères pas d'argent, comment tu veux que je te passe de l'argent pour que tu te construises quelque chose? Et ça, c'est une problématique qu'on voit souvent. Je vous dirais beaucoup dans les compagnies. Je ne sais pas s'il y a des gens qui sont en construction, beaucoup dans les compagnies de construction. Il y a des gens qui vont faire du noir et qui vont se dire, je ne me suis pas payé, je me suis sorti tant en noir, ce qui, ceci étant dit, étant complètement illégal. Mais comprenez aussi que ça a un gros impact dans vos chiffres parce que ce 50 000-là qui n'est pas déclaré, quand vous arrivez pour faire un emprunt, on ne le voit pas. Puis si on ne le voit pas, on ne peut pas vous passer d'argent dessus. Fait que quand on est dans une optique de croissance, ça devient extrêmement difficile de présenter qu'on est capable de continuer à faire grandir l'entreprise. Je ferme ma parenthèse. Un état financier, c'est quoi? Ici, j'ai 3 petites images. À la gauche, on a des plans. Dans le centre, on a une partition de musique. À droite, des scans. C'est ça, un état financier. Un état financier, normalement, c'est une notion historique qui vient vous enligner sur les bonnes décisions à prendre pour le futur. Mais c'est comme une partition qu'il faut être en mesure de lire pour comprendre réellement ce qui se passe dans notre entreprise. Puis après ça, être capable de poser les bonnes actions au bon moment. Quand on travaille avec les états financiers, comprenez qu'on travaille, je le disais tantôt, en version historique, donc on est toujours en retard quand on parle des états financiers annuels de votre comptable. Ceci étant dit, normalement, vous devriez sortir des états financiers mensuels, vous devriez sortir des états financiers trimestriels pour vous permettre de suivre vos données tout au long de l'année. Qui est aussi une lacune, je vous dirais, pour quand même plusieurs des PME au Québec. Donc, que sont les états financiers? Il existe 3 types de rapports au niveau des états financiers.
Donc, qui est un élément quand même important quand vous demandez à votre comptable de vous émettre vos états financiers. Généralement, le type de rapport va être défini par le prêteur. Donc, souvent, c'est quelqu'un qui va vous prêter beaucoup d'argent qui va dire, bon, ben, je veux tel type de rapport plutôt qu'un autre. Donc, je vous disais qu'il en existe trois. Pas une notion hyper importante, mais vous allez comprendre la différence entre les trois. On a l'avis au lecteur, la mission d'examen et l'audit. La différence entre les trois, c'est le niveau d'assurance que nous, on va émettre sur vos états financiers. Donc, généralement, la troisième page de votre état financier, donc après la page couverture et la page de matière, c'est un rapport que vous avez probablement jamais lu de votre vie, pour la plupart, dans lequel c'est nous qui venons inscrire quel type de travail qu'on a fait finalement, et c'est ce qui va donner le niveau d'assurance. Donc, si vous avez un petit prêt de 50, 100 000, généralement, l'avis au lecteur va suffire. Et l'avis au lecteur consiste essentiellement à regarder vos chiffres, poser quelques questions, s'assurer que tout fait du sens, puis on produit l'état financier. Donc, le niveau d'assurance, vous comprendrez, qui est relativement bas. Après ça, on a la mission d'examen dans laquelle on fait maintenant beaucoup plus de travail, beaucoup plus de comparaisons. On est pas mal plus fatigant avec vous autres pour ceux qui ont des missions d'examen. Peut-être que vous dites, ah, quand c'est la fin d'année, mon comptable est fatigant. Oui, ça se peut. Mais pour nous autres, c'est important de bien comprendre votre réalité, bien comprendre vos chiffres pour s'assurer que ce qu'on va sortir comme état financier en niveau d'assurance est plus élevé que l'avis au lecteur. Et finalement, on a l'audit qu'on voit davantage dans des sociétés publiques, dans des OSBL qui ont des bons financements gouvernementaux. Donc, c'est les trois types. Le coût suit le niveau d'assurance. Donc, on a vu le lecteur est beaucoup moins coûteuse pour une entreprise qu'un audit, évidemment. Et on ne fera pas un audit si on n'a pas de besoin. Il n'y aurait pas de plus-value. Et dans la mission d'examen, il y a un petit état qui est différent un petit peu. Normalement, pour ceux qui ont l'habitude de regarder leur état financier, vous avez un bilan, on va en parler tantôt, vous avez un résultat. Donc, le bilan qui est une image, vous avez un résultat qui va vous déterminer si vous faites des profits ou non. Et dans l'examen, on a aussi un état des flux de trésorerie. L'état des flux de trésorerie, lui, explique ce que vous avez généré comme argent et ce que vous avez fait avec. Fait que lui, il est le fun parce qu'il nous permet de comprendre, quand j'expliquais tantôt, j'ai fait 100 000, il ne me reste pas d'argent. Bien là, il nous permet de comprendre où est-ce que le 100 000 a été. Et cet état-là ne se trouve pas dans les évo-lecteurs. C'est très rare qu'on va en émettre dans les évo-lecteurs, mais il donne quand même beaucoup d'informations qui est intéressant. Mon bénéfice, c'est le cash que j'ai fait. Donc, souvent, on entend ça aussi. Moi, j'ai travaillé, je ne sais pas s'il y a des ingénieurs dans le groupe, à la gang qu'on est probablement. Donc, j'ai travaillé avec des ingénieurs pendant plusieurs années au privé. Puis, je me souviens de la première état financier que j'ai remis aux actionnaires de notre compagnie d'ingénierie, où est-ce que j'ai un des actionnaires qui me dit, Sébastien, ça ne fonctionne pas tes chiffres. Je dis, pourquoi? Je fais 200 000, je dis, j'ai pas d'argent. Il dit, ça se peut pas être une erreur quelque part, on ne doit pas faire 200 000. Là, je me suis gratté un petit peu le cerveau comme ça. Je fais, ouf, OK, on va commencer à partir de là. Donc, c'est souvent un réflexe qu'on fait de dire, ben écoute, j'ai fait du bénéfice, j'ai fait de l'argent, cool. J'ai fait du bénéfice, j'ai fait 200 000, je devrais avoir 200 000 dans mon compte de banque. Ça serait le fun si ce serait toujours comme ça, c'est pas comme ça que ça fonctionne. On va en parler un petit peu tantôt. L'autre petite bulle, je disais, j'ai fait 1 million, donc j'ai fait de l'argent. Encore là, la plupart des gens vont avoir cette réflexion-là. Peut-être que oui, peut-être que non. On espère avec 1 million, du moins. L'impôt, dois-je en payer ou non? J'en parlais un petit peu tantôt. Et personne n'aime payer de l'impôt, là. On s'entend, là? Fait que, il n'y a pas personne qui se dit je vais devenir entrepreneur dans le but de payer de l'impôt. Ceci étant dit, comprenez que le taux d'imposition au Canada et au Québec est relativement bas pour une corporation. Ce qui veut dire qu'il ne faut pas avoir peur de générer du profit puis de remettre une portion à l'État et de payer notre impôt. Comme je l'expliquais tantôt, si vous n'en payez jamais d'impôt, ça veut dire que vous ne faites pas d'argent. C'est une problématique pas mal plus grande que le fait de devoir payer de l'impôt. Donc, malheureusement, je vous le dis, oui, il faut payer de l'impôt. Il ne faut pas en payer trop, il ne faut pas en payer plus que ce qu'on devrait remettre. Donc, il faut s'assurer d'aller chercher le maximum qu'on peut pour garder notre argent pour notre croissance. N'empêche que, tôt ou tard, on devrait faire de l'argent, c'est ce qu'on espère, et on devrait payer de l'impôt. J'ai un client qui avait une business et qui me disait, Sébastien, le jour où je vais payer une couple de millions d'impôts, moi être heureux, ça va vouloir dire que j'ai fait de l'argent.
Et ce fameux client-là a vendu, puis il pleurait dans mon bureau quand j'ai annoncé comment il allait payer d'impôts. Mais il avait fait beaucoup d'argent. Fait qu'il a fini par se consoler. Donc, maîtriser les résultats et les Sébastien, bilans. Sébastien, Oui, excuse-moi, il y a une petite question ici qui dit, pouvons-nous avoir des modèles ou exemplaires d'états financiers? Est-ce que c'est quelque chose qui serait possible de... il existe des modèles d'état financier, mais je vais vous dire, il existe autant de modèles d'état financier qu'il existe d'entreprises. Hmm. Parce que chaque modèle, normalement, doit vraiment être adapté du mieux possible à la réalité et aux opérations de l'entreprise. Donc, c'est pas toujours l'idéal de partir d'un modèle préconçu puis d'essayer de s'adapter au modèle. Moi, dans le meilleur des cas, je vais dire aux gens, non, essayez de construire votre modèle. Inspirez-vous de modèles qui sont existants, Oui. mais en fonction de votre réalité puis de votre façon de faire des affaires, de votre façon de voir les choses, il faut vraiment arriver à modifier ce modèle-là pour qu'il représente vous. Sinon, il y a des choses, des fois, qui vont glisser ou de l'information qu'on aurait aimé avoir puis qu'on n'aura pas. Mais il existe les modèles, on peut s'y fier, mais sans prendre ça pour du cash puis dire, OK, 100%, je rentre ça dans mon modèle puis je m'en vais avec ça. Merci. Basic. Donc, maîtriser les résultats et le bilan, c'est les deux états qu'on va regarder aujourd'hui. Donc, principalement, normalement, les états financiers pour la plupart des PME sont composés d'un état des résultats, d'un bilan et d'un état des BNR. L'état des BNR, je ne m'y suis pas arrêté parce que dans le fond, l'état des BNR fait état de tout ce que vous avez généré en bénéfices comptables au cours des années dans votre entreprise qui s'est accumulé et que vous n'avez pas sorti de l'entreprise, par exemple, en vous versant un dividende. Donc, lui, somme toute, est relativement simple dans la plupart des cas. Le résultat, le bilan, on a un petit peu plus d'informations, un petit peu plus agréable de travailler avec quand on le maîtrise bien. Donc, ce que je fais très rapidement, c'est que je vous présente l'entreprise ABC, qui est évidemment une entreprise fictive. Je vous présente le bilan, je vous présente les résultats. Après ça, on va en discuter. Je vais vous poser quelques questions. Puis, on va se faire une petite tête sur ce qu'est l'entreprise ABC. Donc, dans un bilan, c'est un état de la situation à une date donnée. Donc, votre bilan au 31, dans ce cas-là, c'est 31 décembre 2018, on pourrait dire 31 décembre 2024, il est exact à cette date. Le lendemain, 1er janvier, il a déjà changé. Donc, c'est vraiment fixé dans le temps. Ce qui est intéressant, quand on a plusieurs années, on peut comparer l'évolution d'une année à l'autre de notre bilan. Ça peut nous donner de l'information. Ça peut être très intéressant. Dans ce cas-là, on a une année, donc on n'a pas deux. Et on a l'actif. L'actif, c'est ce qu'on possède. Donc, dans un cas comme ça, on a de l'encaisse, de l'inventaire, on a des équipements, on a un bâtiment. On a pour, grosso modo, 1 530 000 d'actifs. On a aussi des passifs. Passifs étant, qu'est-ce qu'on doit? On a des comptes à payer, la dette, pas mal de dettes. Et finalement, on a des capitaux, donc l'avoir de l'entreprise, l'avoir du propriétaire qui est le capital action généralement. Puis, on a ici la notion de bénéfice net. Je vais revenir au bilan, ne vous inquiétez pas. Je passe au prochain. Le résultat. Le résultat, lui, c'est notre feuille de route de l'année. Comment ça a été cette année? Donc, on parle vraiment des résultats dans ce cas-là du 1er janvier au 31 décembre. Pas toutes les entreprises qui sont des 31 décembre. Donc, la date s'ajuste. Dans le cas de cette entreprise-là, on a une entreprise qui a fait 500 000 de ventes, belle marge brute à 370 000, et on a les frais. Total de frais 190 000, on a généré 180 000 à la fin de l'année. Je vous pose une question, je vous demande d'aller dans le chat, je vais l'ouvrir, fait que je devrais être en mesure de le voir. J'aimerais que la majorité du monde réponde avec un pouce en haut, un pouce en bas, pour me dire si, à votre avis, cette entreprise-là, somme toute, à premier égard, va bien, ou s'il est dans le trouble, on fait des pouces en bas. Si on pense que ça va bien, on fait des pouces en haut. Je ne pense pas qu'il existe un pouce comme ça c'est quand vous ne le savez pas. Donc, je vous laisse une petite minute là, pour m'envoyer les réponses. Merci, Olivier. Merci, Ajar. On dirait qu'il y en a beaucoup qui auraient sauté le pouce sur le côté. Ils n'osent pas trop se prononcer.
quand je le fais en personne, c'est le fun parce qu'on voit les mains levées. Ouais. Fait que c'est toujours drôle. La Christiane, question, je en vais fait, répéter la question. oui. Christiane, dans le fond, c'est de savoir, est-ce que vous pensez, avec le peu d'informations que je vous ai données, est-ce que vous pensez que ça va bien ou ça va pas bien? S'il y en a qui n'ont pas le pouce, vous pouvez juste l'indiquer bien, pas bien, il n'y a pas de souci. Tout à fait. L'idée, c'est de vous faire une tête sur la situation. Je trouve ça intéressant. J'ai des pouces en haut, puis j'ai des pouces en bas. Euh, la plupart du temps, j'ai des pouces en haut. Là, je trouve que j'ai beaucoup de pouces en bas. Je trouve ça quand même intéressant comme raisonnement. J'aimerais ça que quelqu'un qui a mis un pouce en bas prenne la parole. Je ne sais pas qui va oser, mais j'aimerais comprendre pour eux le pouce en bas. Un courageux, là, ou une courageuse. Tout simplement Moi, vous dire. Oui. moi, je m'essayerais. Merci, Alexandra. En fait, par autre diapositive juste avant, au niveau des actifs puis des passifs qui étaient pas mal égaux. Fait que j'aurais dit que oui, il possède beaucoup d'actifs, mais étant donné qu'il y a beaucoup de dettes, ben c'est la valeur finale est pas élevée. OK. Donc, ce que je comprends qui te stressait dans l'exemple que je t'ai donné, je vais dire comme ça, qui t'amenait à dire ah, je ne suis pas tant sûr, c'est le niveau d'endettement. Ce qui est quand même une bonne réflexion, Alexandra, parce qu'effectivement, le niveau d'endettement peut être assez épeurant quand le niveau d'endettement est haut. J'aime bien ton commentaire et je tiens à dire que tu es la première personne depuis que je donne cette conférence-là, et ça fait quelques fois que je la donne, qui me passe ce commentaire-là. Fait que je suis vraiment content de ton commentaire. Euh, je laisse un petit 30 secondes si quelqu'un d'autre veut prendre la parole pour un pouce en haut ou un pouce en bas, puis après ça, je vais poursuivre. Il y a Véronique Bernier qui a mis un commentaire que tu peux regarder, Sébastien, qui dit peu de liquidité, beaucoup de frais en pub, beaucoup d'inventaire, beaucoup de dettes. Parfait. Merci, Véronique. Tous des bons points. On a Riyad aussi qui nous a dit qu'il faudrait voir le flux de trésorerie. On comprend qu'avec l'information que je vous ai donnée, vous avez peu d'informations. Donc, je trouve ça bien que certaines personnes se reposent sur le questionnement à dire ah ouais, mais peut-être que pour me positionner, ça m'en prendra un peu plus, effectivement. On a beaucoup d'immobilisation, on ne connaît pas l'état des stocks. Tout à fait, bonne réflexion. Je vais fermer mon chat que Patricia va gentiment continuer à suivre. Et je vais continuer le raisonnement avec vous. Donc, on disait qu'on avait 180 000 de bénéfices. Et là, je vais retourner par en arrière un petit peu et je vais vous ramener une notion qui est relativement importante dans un état financier et qui est souvent, je vais dire même très souvent négligée. Puis j'ai fait par exprès tantôt de passer très rapidement dessus. Je voulais pas lever un flag. Mais vous avez dans les passifs la dette à long terme, mais vous avez aussi la portion court terme de la dette à long terme. Et ça, c'est une notion qu'étrangement, des fois, les gens vont avoir de la difficulté avec. Donc, la portion court terme de la dette à long terme, c'est les paiements en capital que je vais devoir faire l'année prochaine. Donc, l'année prochaine, je sais que je dois générer au moins 200 000 pour être en mesure de faire mes paiements en capital. Parce que les paiements en capital n'influencent pas mon état des résultats. L'intérêt que je paye, oui, mais pas mes paiements en capital. Donc, pour être en mesure de dire, l'année prochaine, moi, j'ai suffisamment généré. Dans l'exemple que je vous ai donné, on parle de 200 000. Techniquement, si je ne génère pas 200 000, j'ai une problématique, il faut que je remette la main dans ma poche ou que je pige dans mon vieux gagné. Dans le cas de cette entreprise-là, elle n'a pas de vieux gagné. Elle semble assez récente, elle n'a pas vraiment d'historique. Donc, je ne peux pas piger dans mon vieux gagné. La seule option qui me resterait, ce serait de piger dans ma poche. Je vais avancer. Et là, je vais ouvrir mon chat quelques secondes. Et avec l'information que je viens de vous donner, tous ceux qui avaient fait un pouce en haut, puis ceux qui avaient fait un pouce en bas, vous avez le droit de changer d'idée aussi. J'aimerais ça. Ah, ici j'ai quelqu'un. Vous parlez des dettes, mais je ne les vois pas. Où est-ce dans le bilan? Je vais juste reculer, faire sûr, Christiane, que vous les avez vus. On voit-tu ma souris quand je la bouge? Je pense pas, hein? Donc, c'est vraiment au milieu de l'écran, la section des dettes.
Fait qu'on voit vraiment la dette à long terme puis la portion court terme. Oui, on voit, excuse-moi, oui, on voit ta souris quand tu l'affiches. Ah, bon, parfait. Good. Merci, Christiane. Donc, encore là, par des pouces, j'ai 200 000 de paiement capital qui s'en viennent devant moi. J'ai généré 180 000. Est-ce que je considère que ça va bien ou, ouais, finalement, ça va peut-être pas aussi bien que je pensais. Donc, les pouces sont partis. Là, on est parti pas mal plus vers le bas. J'ai plus personne qui me met des pouces en haut, c'est plate. J'ai un plus difficile, on reste un peu politique, c'est bien. Pour répondre à MG Parent, je n'ai pas le nom complet. Non, on ne doit pas le payer au début d'année. Donc, généralement, c'est des paiements qui se font mensuels, bimensuels dans certains cas. Je vais arrêter sur le commentaire d'Olivier. Donc, Olivier, j'aurais aimé que tu prennes la parole parce que ce que tu dis, c'est quand même très intéressant. Je l'aurais dit, mais vu que je veux te laisser la chance d'avoir l'air intelligent, je vais te laisser le dire. OK, c'est bon. Dans le fond, vite fait, c'est sûr, on n'a pas toutes les informations, là, mais on a un bénéfice de 180 000. Puis dans les dépenses, dans les frais, on a un amortissement des immobilisations de 50 000. Mais ça, c'est comme pas vraiment une vraie dépense. C'est par rapport aux immobilisations. Donc, ce 50 000-là n'est pas sorti des comptes de l'entreprise. Donc, ça ferait un fonds généré de 230 000. Donc, en ayant une dette la dette à long terme, à court terme de 200 000, mais dans le fond, on pourrait pallier à ces dépenses là, au courant de l'année. Merci, Olivier. Donc, Olivier a totalement raison. Je veux dire à 90% raison. Effectivement, quand on a tantôt je vous parlais des flux monétaires. Ici, on est dans un état des résultats, on est en valeur comptable. Donc, on sait qu'on a généré un bénéfice comptable de 180 000. La première étape qu'on fait quand on a généré un bénéfice comptable, c'est qu'on essaie de figurer combien d'argent j'ai généré, liquide, vraiment du cash. Parce que c'est ça qui va me permettre de faire mes paiements en capital. Et quand je regarde l'état des résultats qui est là présentement, j'ai un compte qui n'est pas une sortie de fonds. L'amortissement, vous n'avez pas payé 50 000 en amortissement à quelqu'un. Sinon, je m'appellerais amortissement et je ramasserais les sous de tout le monde. Je serais multimillionnaire, ce n'est pas le cas. Donc, l'amortissement, c'est une dépense comptable qui est attribuée à une dépréciation de vos actifs. Donc, ce qu'on fait, les comptables, c'est qu'on fait perdre la valeur de vos actifs. On fait perdre la valeur de vos équipements, on fait perdre la valeur des équipements informatiques, des bâtiments et autres. De façon générale, la valeur des équipements, quand on la fait perdre, est quand même représentative du marché, à une grosse exception, qui est les bâtiments, parce qu'on a tendance, les comptables, par mesure préventive, à baisser la valeur des bâtiments, alors qu'un bâtiment qui est bien entretenu, techniquement, au fil du temps, la valeur monte. Il se crée un gap entre les deux. On peut donc dire, dans ce cas-là, qu'on a 50 000 de sortie de fonds, de dépenses qui n'est pas une sortie de fonds. Le calcul d'Olivier était très bon. J'ai 180 000 de bénéfices comptables. En cash flow généré, j'ai généré 230 000 cette année. Je fais un petit retour en arrière. Techniquement, si l'année prochaine, j'ai la même année que cette année, je vais générer encore 230 000. Je vais payer 200 000 de dette à long terme. Il va me rester 30 000. Là, j'aurai un gros push sur le côté là, parce que, 30 000, ce n'est pas grand-chose. Ce n'est pas beaucoup d'argent, mais au moins, normalement, je n'aurais pas besoin de remettre ma main dans la poche. À partir de ce moment-là, généralement, je repose la question. Et là, tout le monde est mêlé parce qu'ils s'attendent à la prochaine pogne encore. Fait que là, j'ai des en bas, j'ai des. Fait que là, j'aurais normalement beaucoup de pouces sur le côté. Et c'est normal parce qu'on a une partie de l'information, comme Olivier disait aussi. Je vous rajoute une autre petite information. On voyait au niveau de l'actif qu'on avait un bâtiment. Donc, on a certainement de l'amortissement lié au bâtiment. Et techniquement, cet amortissement-là est un peu faussé parce que le bâtiment devrait garder ou prendre sa valeur. Mais on a aussi de l'équipement qu'on a probablement amorti. Et
il y a une chose qui est sûre, ou à peu près sûre dans l'équipement, c'est que tôt ou tard, je vais avoir besoin de la remplacer. Donc, si par exemple, je génère 230 000 d'argent neuf par année, que mes équipements viennent d'être achetés pour 500 000 et que mes équipements vont faire grosso modo 10 ans, ça voudrait dire que j'aurai un coût de remplacement de mes immobilisations d'à peu près 50 000 par année. Donc, je vais arriver dans une dizaine d'années et je vais devoir remplacer, par exemple, donc, c'est un exemple, ça ne veut pas dire que c'est ce que vous allez vivre, remplacer mon équipement dans 10 ans pour 500 000. Dans un cas comme ça, si je génère 230 000 par année, je paye 200 000 de dette à long terme, quand je vais arriver en bout de ligne, je n'aurai pas suffisamment cumulé d'argent pour être en mesure de dire, ben, je vais renouveler mes immobilisations, je vais devoir retourner en emprunt dans ce cas-là. Donc, l'entreprise qu'on voit là, à première vue, ne semble pas une entreprise qui est hyper rentable dans l'état actuel des choses. On ne peut pas dire que ça ne va pas bien, on ne peut pas dire que ça va dans un mur, mais en même temps, on ne peut pas dire que ça roule sur l'or puis qu'on a fait 180 000, on est heureux puis on se tape des mains. Donc, il faut quand même rester vigilant, je vais dire ainsi. J'avais une petite note ici. Ils ne sont pas suffisants pour les frais d'exploitation. Jess, je ne suis pas sûr de comprendre ta question. Je ne sais pas si tu veux prendre la parole juste pour nous l'expliquer. C'est pas tellement une question que s'il rentre 230 000 puis qu'on doit 200 000, si on s'attend à avoir les mêmes frais d'exploitation l'année suivante, ben faut s'assurer qu'il y ait suffisamment d'argent qui rentre pour être capable de payer aussi autant la dette que les frais d'exploitation. Tout à fait. Fait que là, on voit que le jeu entre les deux est quand même mince. On parlait de 30 000. Quand on regarde le résultat, nos frais d'exploitation sont ici. Donc, mon 180 000, lui, que j'ai généré, il en tient compte. Si j'ai une augmentation de mes frais d'exploitation puis que je gruge dans mon 30 000, ben là, il m'en restera plus beaucoup. Là. Fait que ça pourrait être problématique assez à court terme. Et souvent, en analysant les résultats et les bilans comme ça, on est en mesure de voir que dans 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, on va frapper un mur. Des fois, les gens investissent beaucoup d'argent au début, le compte de banque est élevé, mais ils ne s'en rendent pas compte, puis à chaque année, il en manque un peu, il en manque un peu, il en manque un peu. Bien, normalement, si on le fait le calcul, on devrait le voir, parce qu'on va arriver, mais on va dire, oh, cette année, il me manquait 20 000. Je suis en train de gruger 20 000. Oh, l'année d'après, il m'a encore manqué 25 000. Je suis rendu à 45 000 de gruger. Si je continue comme ça, tôt ou tard, ça va me rattraper, puis je vais avoir une problématique de cash flow. Donc, à faire attention. Le fait d'avoir une problématique de cash flow ne veut pas dire que l'entreprise est sur le bord de la faillite. C'est surtout qu'il faut s'arrêter, le voir, le comprendre, puis trouver des pistes de solutions pour essayer de régler la situation. Je vais retourner à mon bilan. Dans le cas de cette entreprise-là, comme je disais tantôt, on a quand même un gros bâtiment, donc l'amortissement, techniquement, il y a une grosse portion qui tient compte de cet élément-là. Je n'ai pas calculé l'impôt, donc évidemment, c'est un exemple. Fait que normalement, j'aurais payé de l'impôt, ce qui voudrait dire que techniquement, j'aurais probablement plus les fonds suffisants pour être capable de supporter le 200 000 de paiement. Cette notion-là qu'on vient de voir assez rapidement, c'est une notion, je vous dirais, hyper importante et c'est une notion que très peu d'entrepreneurs maîtrisent. Donc, la plupart du temps, les entrepreneurs vont regarder leurs bénéfices, vont avoir hâte de savoir leur impôt, puis ils vont passer à autre chose. Moi, je me fais un devoir de calculer la réalité de l'entreprise, la réalité du réinvestissement et ce qui a réellement été généré en cash. Parce qu'on peut faire des beaux bénéfices, puis à un moment donné, manquer d'argent, puis là, se sentir étouffé. Puis là, on ne comprend pas. On se dit, ben voyons donc, à chaque année, je paye de l'impôt. À chaque année, mon comptable me dit que j'ai fait des beaux bénéfices. Ça fait 4 ans, je suis étouffé, puis j'ai plus d'argent, puis je ne comprends pas pourquoi je n'y arrive pas. Fait que, tout ça, c'est la compréhension. Donc, faites attention quand vous regardez votre bénéfice, de ne pas vous complaire à dire, puis des fois, on ne veut pas les voir, les problèmes, de ne pas vous complaire à dire, ah ben, je fais 200 000, je fais de l'argent. Ouais, non, pas nécessairement. Ça ne veut pas dire que vous avez fait de l'argent.
Le temps passe toujours vite. Euh, les comparatifs, les ratios, les prévisions, je vous en ai parlé un petit peu en début de formation. On ne s'étendra pas dessus énormément. Sachez que c'est des outils qui vous permettent de vous benchmarker face à vous-même, donc de vous comparer face à vous-même, aussi de vous comparer avec le marché, de vous assurer que vous êtes dans la bonne voie, et de vous assurer que d'une année à l'autre, les statistiques s'améliorent. Donc, que la rentabilité s'augmente, que votre taux d'endettement diminue, que votre fonds de roulement s'améliore. Et quand vous calculez les ratios qui sont importants pour vous, ça vous permet vraiment de voir les enlignements. Est-ce que je suis dans une courbe descendante? Est-ce que je dois vraiment faire un gros travail pour me relever? Je suis dans une courbe croissante. C'est quoi mes défis en fonction de ma réalité? Il existe différents types de ratios. Je suis pas mal sûr que vous avez déjà entendu ce nom-là. Tantôt, on avait eu la question, un modèle d'état financier. On pourrait avoir la même question, modèle de ratio. Faites attention. Chaque entreprise doit développer en fonction de ses objectifs, où est-ce qu'ils veulent s'en aller, doit développer les ratios qui correspondent à sa propre identité. On peut en calculer 300 des ratios si on veut, mais s'ils ne nous donnent pas l'information qu'on a besoin pour pouvoir atteindre nos objectifs, ça ne sert à rien. Donc, il y a vraiment une pensée en arrière des ratios. Je donne souvent comme exemple une de mes clientes qui fait du commerce en ligne, que du commerce en ligne, aucune place d'affaires. Et le ratio, dans son cas à elle, qui était le plus important, c'était 90% de son chiffre d'affaires passe par Facebook. C'était de déterminer en fonction de son investissement Facebook quel était le retour. Et à force de comparer les ratios mois après mois, ce qu'on a été capable de réaliser, c'est que entre 25 et 35 000 d'investissements Facebook mensuels, dans son cas à elle, optimisait ses ventes. Si on mettait moins, par exemple 15 000 de publicité Facebook, ben là, on n'y arrivait pas. Et si on mettait 55 000 de publicité Facebook, ça n'avait plus d'impact. C'était beaucoup trop. Donc, dans son cas à elle, on était capable, avec les ratios, de déterminer, le target qu'on doit mettre est autour d'une trentaine de mille par mois. Ça a pris quelques mois avant de s'en rendre compte, mais le ratio nous a aidé à déterminer. Et maintenant, c'est systématique. On calcule nos ratios et on investit sensiblement toujours le même montant. C'est ce qui rapporte le plus dans son cas. Chaque business est différent. Chaque business, comme je dis, a ses ratios à développer en fonction de sa propriété, donc à faire attention. J'en nomme quelques ratios ici. Ratio de marge nette, taux d'endettement, fonds de roulement, la marge brute, la rotation des stocks. Il en existe des tonnes de copies. Je vous encourage fortement à faire la petite conférence sur les ratios. C'est hyper pertinent et probablement que ça va vous donner des indicateurs pour votre business plus tard. Patricia, tu me corriges si je me trompe. On avait prévu une quinzaine de minutes de questions. Hein? Ben oui, mais en fait, je veux dire, oui, on a prévu à peu près ça, là, ce qui voudrait dire qu'on terminerait dans environ 2 minutes. Ceci étant dit, présentement, il n'y a pas de questions dans le chat, ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas dans l'audience. Mais mettons, je pense que tu pourrais encore avoir un 5 minutes, on serait correct versus ce qu'on voit entre. D'accord, je ne veux pas dépasser. Je vais continuer un petit peu sur mes ratios. Il y a une petite question, excuse-moi, c'est Sébastien, il y a une question qui dit que dire la loi sur les états financiers? Que dire sur la loi, j'imagine? Que dire? Est-ce que tu. On va demander à la personne de prendre la parole parce que je ne suis pas sûr de comprendre la question. Merci, je suis Ernest Apossi. Je voudrais savoir que dit la loi sur les états financiers, sur la production en matière de délai, de conservation, d'obligations pour les PME. Techniquement, on a, pas techniquement, c'est la loi. On a 6 mois après notre fin d'année pour produire notre déclaration fiscale. Donc, la loi encadre la production de la déclaration fiscale, encadre pas vraiment l'état financier. Par contre, on produit la déclaration fiscale très souvent avec l'état financier. Donc, normalement, on a 6 mois. Une entreprise qui finirait, par exemple, 31 décembre
a jusqu'au 30 juin pour produire sa déclaration fiscale, généralement basée sur son état financier. Ce n'est pas une obligation d'avoir un état financier, mais c'est très, 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 très fortement recommandé pour plusieurs raisons. Entre autres, pour savoir où est-ce qu'on s'en va un peu, comme j'expliquais tantôt avec notre entreprise, mais aussi parce qu'il y a un travail qui est fait dans un état financier pour s'assurer qu'on va bien faire notre déclaration fiscale. Si ce travail-là n'est pas fait, il est possible que la déclaration fiscale ne soit pas adéquate et là, on peut avoir des problématiques avec le gouvernement, ce qu'on n'aime pas. Donc, la loi prévoit 6 mois. Ceci étant dit, Revenu Québec commence à charger des intérêts après 2 mois sur un solde dû. Donc, il faut quand même faire attention. Advenant que vous devez 10 000 d'impôts, bien, après 2 mois, Revenu Québec commence à calculer l'intérêt. Donc, vous allez recevoir votre avis de cotisation du gouvernement. Ils vont vous dire, bon, ben, vous nous devez 10 000 plus les intérêts applicables, 500 $, donc 10 500. Ce qui est souvent le cas parce que malheureusement, c'est rare que les comptables ont le temps de produire les états financiers, puis c'est rare que les documents sont prêts avant 2 mois aussi. Super. Je voulais ajouter toujours la tenue des livres comptables est-elle obligatoire? Elle est fortement recommandée encore là parce que pour faire votre déclaration fiscale en fin d'année, ça nous prend des données comptables. Fait que si vous n'avez pas fait de tenue de livre, il va falloir la faire en fin d'année de toute façon. Et là, vous avez perdu tout un an d'information de vos données financières parce que normalement, si vous l'avez fait, par exemple, aux 3 mois pour faire des déclarations de taxes ou autre, vous avez votre information financière tout de suite sur comment ça va. Si vous la faites une fois par année, vous avez votre information financière à la fin de l'année. Le temps que votre comptable finisse de l'accumuler, de faire votre rapport d'impôt, je vous dirais que vous êtes à peu près 15 mois après votre premier mois d'activité pour avoir la première information financière sur votre entreprise. C'est loin. Fait que si ça ne va pas bien, on est 15 mois plus tard pour vous dire « ça ne va pas bien ». Ça commence à être très, très loin. C'est bon? Ça répond? Oui, merci. Parfait. Donc, comme je disais, au niveau des ratios, souvent, le ratio de fonds de roulement est un des éléments qui est hyper important. Je vous dirais, regardez là votre ratio de fonds de roulement au cours des dernières années, calculez-le pour voir si c'est amélioré ou si ce n'est pas amélioré. Si ce n'est pas amélioré, il faut se poser des questions. Normalement, au fur et à mesure qu'on avance, ce ratio-là devrait nous permettre de dire, bien, on a un peu plus de fonds de roulement, on est un peu moins endetté combiné avec le taux d'endettement. Donc, c'est des ratios qui sont importants à regarder. Un des ratios qui est pour moi le plus important dans 90% des business, c'est la marge brute. Pour ceux qui ne savent pas c'est quoi la marge brute, c'est ma marge opérationnelle dans le fond. C'est le pourcentage de profit que je fais sur la vente ou sur un service. Donc, généralement, il va exclure mes frais administratifs, mais va considérer l'ensemble de mes frais qui sont applicables à ma vente ou à mon service. Et celui-là, on est généralement capable d'aller chercher beaucoup d'informations sur le marché. Ce qui veut dire que, je vous donne un exemple, supposons qu'en restauration, votre marge brute devrait être de 30 % et que vous êtes à 20 %, je vous garantis, quand vous allez arriver en bas de la ligne, vous allez perdre de l'argent. C'est sûr et certain parce que votre marge brute va être tellement basse. Et là, après ça, on le décortique. Une fois qu'on sait que notre marge brute est trop basse, on décortique. C'est-tu mes salaires? C'est-tu mes achats? C'est quoi qui fait finalement que moi, ma marge est plus basse que la plupart de mes concurrents? Et ça, c'est une des meilleures choses pour optimiser votre entreprise, arriver pour qu'en bout de ligne, en bas de la ligne, vous faites de l'argent. La marge brute, un des éléments pour la plupart des gens qui est vraiment, vraiment à maîtriser sur le bout des doigts. 3 éléments essentiels à retenir. Les états financiers sont essentiels à une saine gestion d'entreprise. Je vous l'ai dit, vous ne serez pas des experts. Je vous ai fait un exemple de ce que vous pouvez déchiffrer avec un état financier. On a des cours de plusieurs heures pour le faire. L'objectif aujourd'hui, c'est vous de faire prendre conscience de l'importance de l'état financier. Pour moi, c'est ça qui est primordial, de cesser que les gens la voient comme un papier qu'on remplit puis qui nous permet de calculer l'impôt, que les gens le voient comme un outil. Généralement, lorsque vous faites faire des états financiers, vous avez tout un CPA. Donc, tous les entrepreneurs ont un CPA qui travaille avec eux. C'est le rôle du CPA
et c'est votre droit d'exiger des explications. Donc, ce n'est pas une séance de signature à laquelle vous vous prêtez quand vous rentrez chez votre CPA en fin d'année. Ce n'est pas ça l'objectif. Si vous êtes là 15 minutes, c'est anormal. Vous devriez être là au minimum 1 heure parce que vous devriez poser des questions, puis votre CPA devrait vous répondre, puis vous enligner sur comment réellement votre année a été. Donc, n'hésitez surtout pas, ça fait partie de notre travail de vous aider, puis de vous enligner. J'entends des fois des gens là, en commentaire qui me disent « Ouais, mais moi, il ne fait pas ça. » Bien, exigez-le. Puis si malheureusement, la personne avec laquelle vous faites affaire n'est pas en mesure de vous rendre ce service-là parce qu'elle n'est pas à l'aise, parce qu'elle ne connaît pas votre domaine d'activité ou autre, bien, n'hésitez pas à vous référer à un autre CPA. Dernier point, comme je disais, important de s'outiller d'indicateurs de performance. Je fais une grosse parenthèse, faites attention. Nous autres, dans les entreprises, on le voit souvent, des gens qui vont vous charger 10-15 000 $ pour vous dire « On va vous monter un beau modèle de gestion, puis vous allez voir, ça va être magnifique. » Puis ils vous donnent des templates, puis vous les remplissez. Faites attention, il y a beaucoup de fausses informations qui circulent là-dedans. Il faut vraiment que les gens prennent le temps de s'asseoir avec vous pour bien comprendre votre entreprise avant même de vous proposer un outil de travail. C'est la première étape parce que chaque entreprise est différente. Puis, pour la même entreprise, 2 individus, vous n'avez pas nécessairement le même objectif. Donc, on doit adapter les outils à votre réalité. Et ça, trop souvent, on s'est pris un petit peu à la légère. Donc, ça nous prend une bonne connaissance. Pas capable de faire une bonne job, là, ça nous prend une bonne connaissance de votre entreprise et d'avoir jasé pas mal avec vous autres, pour être capable de vous dire, bon, ben voici ce qu'on va mettre en place, voici pourquoi on va le mesurer, puis voici comment on va le calculer. Donc, un petit point très important. Petite slide des CPA. Donc, je pense que la plupart des gens en affaires travaillent déjà avec un CPA, ce qui est une très bonne chose. Je vous encourage fortement, si vous ne faites qu'un rapport d'impôt sans faire d'état financier, à ajouter à votre habitude de faire des états financiers pour aller chercher l'expertise derrière l'état financier, pour aller chercher l'information que ça va vous donner au fil du temps. Donc, pour moi, c'est hyper important d'y aller dans ce sens-là. Je suis maintenant disponible pour des questions. Oui, on en a noté quelques-unes, Sébastien, puis juste avant, ça m'a fait sourire parce qu'à l'époque où on faisait des événements, des colloques femmes et sœurs, on recevait des grands entrepreneurs à titre de conférenciers et il y a une de ces entrepreneurs-là qui avait dit il n'y a rien de plus cher qu'un comptable qui coûte pas cher parce qu'il Oui. veut faire sauver du temps. Donc, mais justement, ça faisait du sens avec ce que tu disais. Il faut prendre le temps de bien connaître, l'entrepreneur que vous accompagnez. Ce ne serait pas normal si un comptable vous dit en 20 minutes, c'est réglé, la facture sera moins épicée, mais quand même, en bout de ligne, ça va finir par coûter cher parce qu'il y a des erreurs qui vont être produites. Ça va coûter très, 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 très cher, effectivement. Là, moi, j'ai des cas là, de gens qui sont venus me voir, qui ont vendu leur entreprise, qui pensaient avoir vendu leur entreprise, mais par exemple, qui ont vendu les actifs de leur entreprise. Donc, ce n'est pas du tout le même traitement fiscal. Et c'est des centaines de milliers de dollars en impôts payés pour rien. Et j'ai une madame, je vais m'en souvenir toute ma vie, dans ma première année d'exploitation, qui était dans mon bureau, puis elle pleurait, puis elle disait, mais qu'est-ce qu'on fait? Il aurait fallu m'appeler avant, ma chère madame. Là. Là, vous venez me voir parce que vous me dites, ben, j'ai fait une transaction complexe cette année, j'ai besoin de votre aide, mais il aurait fallu que vous veniez me consulter avant votre transaction. Et ça, je le dis souvent, des fois, un 5-10 minutes d'appel à votre CPA, il va vous faire sauver, économiser des milliers de dollars. Mais il faut prendre le temps et la peine de l'appeler. C'est important. Absolument. On a eu quelques questions, Sébastien, donc je vais te les adresser. N'hésite pas à demander à la personne directement si tu veux plus de spécifications. Donc, il y a Laura qui nous dit, je ne sais pas si la question a déjà été posée, mais si on reçoit un prêt ou même de l'argent de campagne de socio-financement, est-ce qu'on compte ça comme un actif? Comment c'est catégorisé dans l'état financier? Quand on reçoit un prêt, techniquement, on a une notion de remboursement, donc on doit rembourser le prêt. Donc, il apparaît dans le bilan, dans les montants qui sont dus. Ce qui est différent des dons, des campagnes de sociofinancement, qui, elles, ne sont pas généralement remboursables. Donc, dans ce cas-là, on va le voir apparaître dans les résultats parce qu'il n'y aura pas à être remboursé, donc c'est plus considéré comme une subvention ou un revenu. Donc, dépendamment de la nature de l'argent qu'on a reçu, elle ne se trouvera pas nécessairement dans le même état financier. Et du coup, parce que, oui, c'était moi. J'ai une follow-up question avec ça.
C'est que par exemple, j'ai fait une campagne de la ruche qui est du sociofinancement et il y a Oui. une partie qui est des dons et il y a une partie où il y a des contreparties. Donc techniquement, il y a comme une espèce de vente quand même. C'est une espèce de vente à rabais. Fait que je trouve que c'est compliqué de savoir dans quoi mettre ça en fait. Ouais, et là, c'est encore plus spécifique dans votre cas parce que la ruche, j'imagine, Ouais. c'est une organisation sans but lucratif. Je crois que oui. Ouais, je crois que oui. Oui, ce qui est encore plus compliqué, dépendamment de qu'est-ce qu'on fait avec l'argent. Donc, le traitement comptable dans les organismes à but lucratif peut varier aussi. Par exemple, si vous recevez des fonds pour acheter un équipement, le traitement fiscal, le traitement comptable ne sera pas le même que si vous avez juste un don de quelqu'un qui passe puis qui vous donne de l'argent. Ouais. Fait que c'est assez complexe comme question, dépendamment vraiment de la nature. Mais tu sais, si éventuellement tu as une question, je ne sais pas si mes coordonnées, je pense qu'ils vont être quelque part, envoie-moi un petit courriel. Ok. Je pourrais te le présenter un petit peu, là. Ah, si c'est ça, voici Ok. comment c'est comptabilisé et autres pour te donner un coup de pouce, parce que ça dépend vraiment de ce qu'on fait avec et de la nature. Ok, je comprends. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. Un peu en lien avec tout ce qui a été dit. Karine, je vois votre main levée. Je vais revenir vers vous. Ce ne sera pas tellement long. Laissez-les lever. Il y a une question assez générale, mais très pertinente et importante. Mais comment on fait pour choisir un bon CPA? C'est quoi la manière de s'y prendre, Sébastien, selon toi? Ben, pas évident. Je pense que c'est quasiment plus dur qu'une question technique, ça. Euh, de façon générale, je pense que c'est discuter aussi avec la façon de travailler du CPA. Euh, il faut qu'il y ait une ouverture d'esprit. Il faut qu'on sente que la personne a le goût de travailler avec vous. Il faut qu'on sente que c'est un domaine qu'elle connaît. Moi, je dis tout le temps, là, quand un client m'appelle, puis il me dit, puisque je sais que présentement, il n'y en a pas beaucoup de CPA, puis j'ai vu la question, là. Des fois, j'ai un client qui m'appelle et qui me dit, ah, Sébastien, j'aimerais peut-être ça travailler avec toi. Je fais une rencontre d'au moins 1 heure. Puis je dis, après la rencontre, on déterminera si moi, ça m'intéresse, puis si toi, ça t'intéresse. C'est une rencontre d'1 heure quand même, là. Et cette rencontre-là, je ne la charge pas parce que pour moi, c'est important de développer un lien à long terme avec mon client. Donc, de m'assurer que je suis la bonne personne pour l'aider, puis qu'il y a un bon fit. Fait que moi, je fais ça avec tous mes nouveaux clients. C'est peut-être un peu extrême dans certains cas, mais c'est ça la réalité. Donc, cette prise de contact-là et de connaissance, exigez-la. Parce que c'est comme ça que vous allez voir le fit avec l'individu avec lequel vous vous apprêtez à travailler. Puis on ne change pas de comptable normalement chaque année. Sinon, c'est très mauvais signe parce qu'à un moment donné, on aime ça qu'il se fasse un historique sur notre business, notre réalité d'affaires. Euh, Fait je vous dirais la discussion, s'assurer qu'il y a un bon fit entre les deux, puis s'assurer que à quoi vous vous attendez, que la personne qui est là est à l'aise de vous le livrer. Puis si jamais vous voyez après 1 an que ça n'a pas été livré, ben c'est plate, vous avez perdu 1 an, mais changez de place parce que ça ne va pas, là. C'est vraiment intéressant. C'est toute la notion de relation qui devient pertinente dans ce sens, Oui. Sébastien. Mhm. Excusez-moi. Sébastien, est-ce qu'il y a d'autres présentations similaires qui sont accessibles en ligne? Probablement qu'il y en a. Je vais utiliser mon ricochet vers René. Oui, c'est ça. Ben, en fait, les 20 minutes CPA, on a vraiment plusieurs conférences. Il y en a certaines sur votre YouTube, Patricia, qu'on a déjà présentées avec Evol. Fait que je vous référais plutôt là parce qu'ils sont pas tout le temps enregistrés. Puis quand elles le sont, des fois, ils sont diffusés juste à chacun des participants. Fait que je référais sur votre YouTube là, pour voir ce qui est Absolument. enregistré. Sinon, sur le site des 20 minutes CPA, vous pouvez voir notre calendrier des événements aussi. Des fois, si ça vous convient d'en accrocher un des événements qui fait partie du calendrier, ben, on met toujours les coordonnées aussi pour aller s'inscrire à ce moment. Oui, merci beaucoup, René. Puis effectivement, je le disais en début de rencontre, si vous allez sur le site evol.ca, il y a effectivement plusieurs outils. Il y a des webinaires de l'ordre qui s'y trouvent aussi. Et on a également des capsules sur la gestion financière d'une entreprise, des capsules numériques, donc ça peut être très, très aidant. Karine, je prendrai votre question maintenant. Oui, bonjour. En fait, moi, ma question est, est-ce que vous conseillez un CPA, puis avec tout ça, les états financiers, bilan, tout ça, même pour les petites entreprises qui ont pas qui génèrent pas beaucoup d'argent et qui n'ont pas nécessairement un gros budget de dépenses non plus? Dans le sens, est-ce que, tu
sais, j'ai quand même une comptable, mais c'est pas toujours complet. J'ai pas des rencontres annuelles. Tu sais, j'ai pas nécessairement un portrait et des conseils de comment faire pour améliorer ma rentabilité, mettons. Mais j'ai pas non plus le budget énorme pour me payer un CPA et plein de belles choses qui viennent avec. Fait que je sais Écoute, pas trop. non, elle est très, très claire ta question, puis hyper pertinente. Euh, euh, Premièrement, de bien définir avec ton CPA comment ça va te coûter, c'est déjà un élément qui serait bien important parce que des fois, on peut quand même rester surpris. L'autre chose aussi, c'est que supposons que tu viens me voir puis que tu me dis, tu sais, Sébastien, mon budget est serré, voici mon type d'entreprise et autres, puis j'aimerais quand même avoir une certaine forme d'accompagnement. Il y a des bonnes chances que je fasse subventionner mes honoraires, donc, du moins pour une période du temps, souvent avec les centres locaux d'emploi ou autres, on va le tourner un peu en formation, puis on va essayer de subventionner une partie de nos honoraires pour vous donner un petit lousse aussi. Fait que c'est le genre de choses qu'on va faire dans certaines circonstances. Mais quand on sait aussi qu'on a un enjeu de monétaire, on va essayer de travailler beaucoup à vous orienter quand on va vous faire travailler, dans le sens où je vais beaucoup te questionner. Donc, dans ma façon de travailler avec toi, ça va être beaucoup, beaucoup des questions, ce qui fait que toi, tu vas devoir chercher, tu vas, tu sais, je te donnerai probablement, je ne prendrai pas le temps d'aller chercher par exemple, les ratios de ton secteur. Je vais dire, écoute, va là, et essaye de me trouver les ratios, puis reviens-moi avec les ratios, on va les regarder ensemble. Fait que ce qui fait que, Mais tu peux m'enligner sur comment trouver les ratios, puis comment exactement, faire. parce que t'enligner sur comment trouver les ratios, tu vas me prendre 5 minutes. Fait que tu sais, c'est dans la façon de travailler, je te dirais aussi, qui peut aider. Parce que, tu sais, en bout de ligne, on a tous des business. Fait que nous autres, en tant que comptable, on s'entend qu'on est bien cute, mais on a des business d'outils, il faut être rentable. Mais dans la façon de travailler, il y a une façon de faire pour vraiment aller aider les gens qui ont des budgets qui sont un peu plus restreints, puis pas aller les étouffer, là, parce qu'on comprendra que c'est pas ça Objectif. l'objectif, là. Ça OK, ben, je te remercie beaucoup. fait plaisir. Merci, Karine. On a Farah qui disait, est-ce qu'on peut avoir vos coordonnées? Donc, en fait, vous allez, on l'a mis dans le chat, mais vous allez avoir accès à la présentation d'aujourd'hui. Et assurément, dans le courriel, on pourra aussi ajouter les coordonnées de Sébastien. Je pense, là, moi aussi, je fais un ricochet vers René, mais est-ce que je me trompe ou les coordonnées de Sébastien sont également disponibles sur le site de l'Ordre des CPA? Est-ce qu'il y a une présentation de tout le monde? Je pense que oui, hein? Oui, en fait, l'Ordre des CPA met à la disposition des gens un bottin aussi des CPA qui offrent des services à des tiers, puis c'est regroupé aussi selon la spécialité que vous cherchez, parce qu'on a des CPA dans différents domaines, mais vous pourriez chercher quelqu'un pour des états financiers, vous pouvez chercher par région aussi, fait que ça se trouve sur le site de l'Ordre des CPA. Donc, super. Je viens voir rapidement. Il y avait une question. Combien peut coûter le montage d'un état financier? J'imagine que c'est dépendamment, hein, c'est ça. Ben, c'est dépendamment, mais je suis quand même capable de vous donner un ordre d'idée. En passant, j'ai mis mon adresse courriel dans le chat. Fait que pour ceux qui voudraient, si jamais c'est plus simple, vous pourrez l'avoir directement là. Tantôt, je vous disais qu'il y avait 3 types de rapports dans un état financier, donc un avis lecteur, une mission d'examen et un audit. On comprendra que le prix va varier de l'un à l'autre. Pour 90-95% des PME au Québec, on parle d'avis lecteur. Un avis lecteur, dépendamment comment votre tenue de livre est faite, va coûter entre 1800 et si jamais vous êtes vraiment tout croche, ben là, ça peut monter à 3000. Ben là, il faudrait vraiment être tout croche dans votre tenue de livre. Généralement, quand la tenue de livre est super belle, on parle de 1800, 1600 dans le cas des plus petites entreprises. Fait que ça tourne beaucoup autour de ça. Là, je parle de chez nous, mais je dirais que de façon, les plus gros cabinets sont un petit peu plus chers, les plus petits cabinets, des fois, sont un petit peu moins chers, mais tu sais, ça va tourner dans ces eaux-là. Merci. Avant-dernière petite question te concernant, Sébastien, est-ce un problème d'avoir un CPA différent de notre conjoint quand on est travailleur autonome, dans le sens où certaines choses sont en commun et qu'en tant que travailleur autonome, nos impôts sont liés à notre personne? C'est pas un problème, mais c'est pas l'idéal.
Donc, nous autres, les comptables, on aime toujours avoir le couple parce que si on a des choses qu'on peut optimiser entre les deux, on va pouvoir le faire. Quand on n'a pas le couple, des fois, c'est un peu plus difficile. Des fois, c'est plus dur aussi d'aller chercher l'information. Donc, ce n'est pas un problème. Vous allez pouvoir le faire quand même, mais c'est sûr que nous autres, on préfère avoir les deux en même temps. C'est beaucoup plus simple pour notre réalité à nous. Beaucoup moins de risques d'erreur aussi parce que des fois, on va demander de l'information à quelqu'un d'autre. Si l'information arrive et elle n'est pas bonne, la personne s'est trompée ou peu importe, on s'est mal compris. Ben là, on rentre la mauvaise information, puis là, ça crée des écarts au niveau des efficacisations. Puis évidemment, les clients n'aiment pas ça, c'est normal. Pour toutes ces raisons-là, moi, sur à peu près, je dois faire à peu près 1000 clients, là, pas corporatifs, donc individuels et travailleurs autonomes. Si j'en ai deux là-dessus qui font affaire avec différents clients, c'est bon pour la plupart. Je leur dis, ben écoute, soit va voir lui ou soit apporte-moi les choses. Moi, ça ne me dérange pas, mais c'est mieux. Merci beaucoup, Sébastien. Et dernière petite question, mais qui concerne un petit peu plus, qui m'est plus adressée, c'est quels sont les critères importants pour bénéficier d'un financement avec Evol? Je vois l'heure, il est 12h05. En fait, je vous invite à aller visiter le site internet evol.ca dans la section financement. Tout est vraiment très, très clairement indiqué. Et si jamais il vous reste des questions ou quoi que ce soit, vous pourrez nous écrire à partir du site. Ça va nous faire plaisir de vous accompagner dans ça. Vous allez aussi avoir droit à des séances d'information qui vous donnent toutes les informations encore plus poussées sur les demandes de financement et d'accompagnement chez nous. Donc, voilà, c'est ce que je vous invite à faire. Je ne vois pas d'autres questions et il est 12h06. Donc, c'est ce qui mettrait fin officiellement au webinaire d'aujourd'hui. Je tiens assurément à remercier chacune d'entre vous pour votre présence. J'espère que ce fut à la hauteur de vos attentes. Comme disait Sébastien, bien entendu, c'est un sujet, j'ai le sentiment pour lequel on aurait pu discuter pendant encore plusieurs heures, mais minimalement, c'était très, très, très pertinent. Beaucoup de bonnes informations, Sébastien. J'ai pris des notes, moi aussi, sur certaines choses. Donc, voilà. Et bien entendu, je remercie notre partenaire présentateur de ce webinaire-là, lors des CPA. Je le disais d'entrée de jeu, c'est toujours un énorme plaisir de travailler avec eux pour la pertinence de leur contenu. Donc, merci beaucoup, René. Merci grandement, Sébastien. Toujours un plaisir de t'entendre. Et je vous dis, suivez-nous. Il y a d'autres webinaires comme celui-là qui viendront. Donc, au plaisir de vous y retrouver. Puis, voilà, je vous souhaite une excellente fin de journée à tout le monde. Merci, bonne journée.